Allez, viens, on t'emmène à la rencontre de ceux qui changent le monde. Bienvenue, je m'appelle Sylvia Mikoun et vous écoutez Impact Positif. Le podcast qui vous parle de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. De ces gens qui veulent avoir un impact positif sur la société, ceux qui inspirent, ceux qui font tout simplement. Depuis quelques années, 1 million de révolutions ont surgi. Du citoyen à l'entrepreneur en passant par le grand groupe ou encore l'étudiant, le frémissement se fait entendre partout. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes. Ces actrices, ces acteurs, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée et quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Je repensais récemment à la manière dont j'avais trouvé, moi, les études que j'allais faire. Je me souviens regarder la grille des écoles d'ingénieurs en fonction du salaire à la sortie. Et je me dis, mais comment j'ai pu sélectionner mon avenir avec ce paramètre qui aujourd'hui est insignifiant pour moi alors que... Et que vous avez vite laissé tomber d'ailleurs. Et que j'ai vite laissé tomber, oui. Je souhaite à tous ceux qui choisissent leurs études et leur carrière de trouver plutôt des boulots qui les passionnent et qui utilisent le meilleur d'eux-mêmes, leurs compétences. Pour ce 7e épisode, je vous emmène en voyage avec Corentin de Châtel-Perron. 35 ans, mais déjà une décennie d'innovation à son actif en tant qu'ingénieur, aventurier, explorateur. Il est parti il y a 2 ans de Concarneau à bord du Nomade des mers. C'est un bateau laboratoire qui fonctionne presque en autosuffisance. Il a largué les amarres pour partir autour du monde à la recherche d'idées ingénieuses qui répondent à des problématiques locales tout en développant l'économie locale. Son souhait, faire circuler ces solutions low-tech pour qu'elles se répliquent le plus possible. Corentin est rafraîchissant, inspirant, il est l'archétype même du leader d'aujourd'hui, habité par la question du sens, sourire aux lèvres, le cœur généreux, avec de grandes ambitions pour son projet et son équipe. L'échec ne lui fait pas peur, ça non. Il faudrait même parfois le provoquer selon lui. S'il peut par moments être découragé, faire un tour du monde des low-tech, dit-il, c'est aussi faire un tour du monde des problèmes. Il puise sa force, son énergie dans ces rencontres faites partout autour de la planète. Ces femmes, ces hommes qui, dans l'anonymat le plus complet, œuvrent pour trouver des solutions durables à la malnutrition, la pollution, la déforestation. Alors nous, oui, on le suivrait volontiers jusqu'au bout du monde. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Impact Positif, épisode 7, Andiamo. Corentin de Châtel-Perron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes ingénieur, navigateur. Vous n'avez que 35 ans, mais vous avez déjà effectué beaucoup de choses dans votre courte carrière. On va brosser votre parcours, on va prendre le temps de discuter avec vous. Vous venez de sortir un livre aux éditions du Chêne, cela s'appelle Nomade des mers. C'est le nom de votre bateau laboratoire avec lequel vous êtes en train de parcourir le monde depuis 2016. Vous êtes à quai pour quelques semaines, on profite donc de l'occasion pour vous interroger sur votre tour du monde qui a pour but de découvrir, de faire connaître ce que l'on appelle les low-tech. Low-tech par opposition à high-tech, des techniques qui sont ingénieuses, simples, frugales par essence. Elles ne requièrent pas beaucoup de moyens financiers. Vous allez nous expliquer tout cela très précisément. Mais tout d'abord, Corentin, nomade des mers, c'est un peu ce que vous êtes, un ingénieur navigateur, amoureux des mers, un aventurier ? Oui, alors déjà, c'est une bonne description de ce que je fais. Et le fait que je navigue ne veut pas dire que je suis un marin dans l'âme, parce que en fait, j'aime pas tellement naviguer. Mais par contre, pourtant, vous êtes quand même parti pour un tour du monde pendant 3 ans. Oui, je me suis embarqué dans un truc assez long, mais par contre, c'est un super moyen de déplacement pour le projet que je mène. Qui ou qu'est-ce qui vous faisait rêver tout petit ? Alors, un des bouquins que j'ai beaucoup lu quand j'étais petit, enfin, un des auteurs que j'ai beaucoup lu, c'est Henri de Montfred et ensuite Saint-Exupéry, et qui associe tous les deux le voyage, l'aventure, avec des espèces de quêtes aussi personnelles et des messages qui sont assez forts. Saint-Exupéry, a écrit Terre des Hommes, qui est un de mes livres préférés. Avec un socle de valeurs évidemment très forte. Avant d'en venir à votre tour du monde, qui n'est donc pas terminé, vous allez reprendre la route à la fin de l'année, vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Racontez-nous un peu, vous avez toujours voyagé, mais tout a commencé en 2009. Vous travaillez sur un chantier naval au Bangladesh et vous avez une idée, laquelle ?
Alors à ce moment-là, j'habitais sur un espèce de vieux bateau en bois qui était tanké sur un bord de la rivière en face du chantier naval. Et de l'autre côté de cette rivière, il y avait une usine de fabrication de toiles de jute. Vous savez, les sacs à patates. Mhm. Et en fait, la fibre de jute, ça pousse. C'est une plante qui pousse principalement dans le golfe du Bengale, enfin dans le delta du Gange en fait. Et c'est une fibre très résistante, donc qui servait à faire les sacs à patates. Et je me suis dit, mais si on pouvait utiliser cette fibre-là à la place de la fibre de verre pour fabriquer des bateaux, ce serait génial et d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique pour le Bangladesh parce que c'est une industrie qui est en décroissance. Alors, on rappelle, vous étiez là-bas, c'était votre premier boulot ou pas du tout? Si, c'était votre Ouais, premier boulot? j'étais bénévole. J'avais déjà essayé de monter une boîte avec un ami dans l'écotourisme, mais qui a jamais vu le jour. La boîte, pas mon ami. Et ensuite, je suis parti au Bangladesh, donc c'est quasiment mon premier travail. C'était un bénévolat. Alors, à partir de cette découverte que vous faites autour de la toile de jute, vous trouvez des partenaires, vous construisez le voilier Taratari. Et en 2010, vous avez alors 26 ans, vous partez depuis le Bangladesh en solitaire pour 6 mois. Comment ça s'est passé? Pour moi, ça a été bien. Pour mon entourage, c'était un petit peu stressant au début, surtout parce que je savais pas tellement naviguer. Du coup, Effectivement, c'était pas très rassurant. ils étaient un peu surpris. Mais au final, il y a eu quelques peurs. Ça a duré 6 mois parce qu'il y a quand même 14 000 kilomètres. Et j'ai été assez surpris de me rendre compte à la fin que les principaux problèmes, c'était surtout des problèmes administratifs que j'avais eu pour arriver avec un bateau comme ça, passer le canal de Suez par exemple, avec un espèce de bateau qui ressemblait à rien, parce que c'est une forme de pirogue, c'est pas du tout comme un voilier classique. J'ai eu pas mal de soucis administratifs, mais le bateau a tenu. J'ai traversé des zones pleines de pirates sans me faire arrêter par des pirates, donc tout a été très bien. Et j'ai pu présenter mon bateau au salon nautique à Paris et puis dans d'autres salons nautiques et trouver des mécènes, trouver des partenaires techniques pour après monter un laboratoire de recherche sur la fibre de jute. Qu'est-ce qui vous tient pour faire des choses pareilles? Je veux dire, vous savez pas naviguer, vous partez 6 mois en mer. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe, hein? Moi, quand je me suis rendu compte que c'était une bonne idée d'utiliser de la fibre de jute à la place de la fibre de verre, je me suis demandé si j'avais un peu deux voies possibles. La première, c'était de faire des dossiers, essayer de trouver, de motiver des gens à me suivre et d'envoyer des mails, de contacter des gens, etc. La deuxième, c'était un peu la méthode Bombard. Vous voyez qui est Bombard, celui qui a traversé l'Atlantique avec des radeaux de survie pour montrer qu'on peut survivre en mer avec des radeaux de survie. Et c'est grâce à ça que maintenant les radeaux qui sont inspirés par Bombard équipent des bateaux du monde entier et ont sauvé des milliers de personnes depuis. C'est un peu la technique de prouver par l'expérience en fait. Mm. Et moi j'ai choisi cette voie-là, Mm. de prouver par l'expérience que l'idée était bonne. Et voilà. Et je pense que Vous n'êtes pas trompé. je me suis pas trompé. Alors, en même temps, vous n'avez que 26 ans. Que vous dit votre entourage, vos parents, par exemple? Alors pour les rassurer, je leur ai dit, comme j'avais jamais été au large ou tout seul sur un bateau, je leur ai dit que j'allais d'abord au Sri Lanka, qui était la première escale, et que si ça se passait bien, je continuais. Et ça s'est bien passé, donc j'ai continué. Donc, ils étaient rassurés. En même temps, ils vous font, j'imagine, pleinement confiance pour vous laisser. Maintenant, ça va. Bon, en tout cas, depuis votre aventure, elle a commencé. Et elle s'appelle depuis Gold of Bengal. En 2013, vous construisez un nouveau bateau qui s'appelle Gold of Bengal, qui est également le nom de votre association. Et là, tout prend un tour nouveau. Ouais, en fait, c'est une nouvelle idée qui est arrivée à ce moment-là. Gold of Bengal, c'est le premier bateau 100% en fibre de jute parce que le premier Taratari était à 40% en fibre de jute. Donc Gold of Bengal, c'est le fruit de 2 ans de recherche sur ce matériau. Et quand on l'a mis à l'eau, j'ai décidé de partir 6 mois dans le golfe du Bengale pour tester le bateau et pour aborder un nouveau sujet dans l'association, c'est tout ce qui est low-tech. Mm. Donc tous les systèmes D, tous les systèmes ingénieux pour répondre à des besoins de base et qui utilisent des ressources locales, des ressources naturelles et des compétences assez simples, voilà, c'est des technologies qui sont accessibles. Donc j'ai voulu partir pendant 6 mois avec des low-tech pour voir si je pouvais être autonome en mer. Alors, les low-tech, vous venez d'en parler, c'est un peu votre dada. Et tout cela est né d'une conviction, c'est que le high-tech ne va pas sauver le monde. Est-ce que j'ai bien résumé? Alors, disons on a besoin du high-tech et on se sert du high-tech au service des low-tech. Mais disons que les low-tech permettent de répondre
a des besoins de base, donc l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, etc., avec des moyens locaux, avec des ressources locales, et donc permettre de développer des économies locales. Et ça, je crois beaucoup à ça. J'ai l'impression que, enfin, depuis, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs locaux qui développent des entreprises basées sur des low-tech et qui résolvent des problèmes localement, en fait. Et j'ai l'impression que les high-tech permettent de... Enfin, disons, sont complémentaires. Mais enfin, les bidouilleurs low-tech, on va le voir quand on va parler évidemment de votre expédition, etc. Est-ce que c'est pas aussi par défaut parce que c'est dans des endroits où la high-tech n'existe pas? Eh ben, en fait, je peux vous donner un bon exemple qu'on a trouvé depuis. En fait, c'est une dame qui s'appelle Dr Vola, qui est une scientifique malgache et qui habite dans le sud de Madagascar, à Tuléar, là où c'est très aride et il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Et il y a quelques années, enfin ça fait déjà un moment, ça fait 20 ans environ, qu'elle a créé une ferme de spiruline pour résoudre un problème local de malnutrition. Voilà, en fait, elles vendent la spiruline. Vous voyez ce que c'est de la Oui, spiruline? une algue. Ouais. Une algue, ouais, qui est pleine de protéines, de vitamines et de minéraux. Elle la vend grâce à une entreprise. Et avec les bénéfices de cette entreprise, elle donne de la spiruline à des enfants malnutris de la région. Donc, elle résout un vrai problème de la région. Elle a développé une entreprise locale donc, qui enrichit la région économiquement et elle permet en plus à des jeunes malgaches de se former à la culture de spiruline. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes créer des fermes de spiruline dans la région. En fait, à ce moment-là, je donne cet exemple-là parce que, bon, déjà, je trouve ça super ce qu'elle fait. Et en plus, à ce moment-là, quand on était à Tuléar pour rendre visite à cette dame, il y a un bateau qui a accosté, un cargo d'un programme d'action mondiale contre la faim, qui est venu apporter des céréales. Et en fait, ils inondent le marché de céréales, donc ce qui est bien donc ils donnent gratuitement des céréales, ce qui est bien pour le jour même pour les gens qui ont faim. Mais en fait, ce qui détruit le marché local. Et pour le long terme, ça a un impact bien moins positif que ce que fait cette dame-là, qui s'installe dans le long terme. Ouais, voilà, qui s'installe dans le long terme. Et pour vous dire que voilà, je crois de plus en plus à ces petites initiatives locales qui enrichissent d'un point de vue connaissance et économique des endroits un petit peu partout dans le monde, que à quelquefois des gros moyens, des grandes organisations et voilà, qui sont pas forcément toujours adaptés à la culture locale, à l'économie locale, etc. Venons-en maintenant à Nomades des mers. C'est le nom de votre expédition en cours, le nom d'un bateau aussi, presque autosuffisant, pas encore autosuffisant, vous allez nous l'expliquer, que vous voulez être le porte-drapeau de l'innovation durable et solidaire, et ce depuis même sa construction. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bateau et comment est-ce qu'il navigue? Alors ça, c'est un bateau qu'on a récupéré il y a 3 ans. C'était un ancien bateau de plaisance qu'on a complètement rénové pour en faire un laboratoire des low-tech. Et pour partir à la rencontre de tous les inventeurs de technologies low-tech pour pouvoir tester leur technologie et ensuite faire une documentation, des tutos et les diffuser pour que n'importe qui puisse les répliquer. Et alors, on est parti de Concarneau il y a 2 ans et demi, donc pour un tour du monde. On a commencé par aller en Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud, etc. Et petit à petit, le bateau... Alors, on avait déjà embarqué quelques low-tech au départ. On avait un élevage d'insectes, par exemple, pour avoir des protéines. On avait des cultures hydroponiques, c'est des cultures hors sol qui consomment moins d'eau. Une éolienne, on avait quelques low-tech comme ça. Un poulailler, pardon, j'allais oublier les poules, pour avoir des œufs. Et le but, c'est qu'à chaque escale où on s'arrête, on rencontre des inventeurs, on fabrique ensemble leur low-tech et on la teste sur le bateau, non seulement pour bien la connaître, pour pouvoir bien la documenter ensuite, et ensuite pour essayer de créer un espèce d'écosystème de low-tech, voir si on peut répondre à tous nos besoins de base grâce à des low-tech. Donc l'idée, c'est d'enrichir, d'améliorer aussi votre bateau au fur et à mesure de l'expédition. Exactement, et se construire au fur et à mesure. À chaque escale, on rajoute quelque chose. Alors ça, c'est ajouté, mais c'est quoi les ajustements que vous avez dû faire finalement au fil des étapes? Alors par exemple, donc on avait un système de culture hors sol quand on est parti de France. Et au Cap-Vert, on a rencontré Sergio, qui est un Cap-Verdien, qui a voulu lutter contre un problème local. Le Cap-Vert est très aride en fait, il pleut 2-3 mois par an et ils doivent importer 80% de leur nourriture.
Et il a cherché les systèmes de culture qui permettraient de cultiver toute l'année. Et notamment, il y a un système de culture hors sol qu'il a développé et puis adapté aux moyens locaux, qui permet de diviser par 3 la consommation d'eau et de faire pousser des légumes-feuilles comme du persil, de la coriandre, des épinards, de la roquette, etc. Et donc, il nous a appris à utiliser ce système. C'est des espèces de bacs en bois, en fait, dans lesquels il met un substrat. C'est-à-dire que c'est un peu comme de la terre, mais c'est inerte. C'est pas ça qui apporte les nutriments. Et il arrose en fait les plantes avec de l'eau enrichie par des nutriments. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Et donc ça, on a du coup modifié notre système d'hydroponie pendant notre escale au Cap-Vert. Et un petit peu plus tard, on a contacté un spécialiste de l'hydroponie et de tout ce qui est intrants biologiques et compost. Et en fait, Sergio, son système avait un défaut, c'est qu'il utilisait des engrais minéraux et de synthèse. Et nous, on voulait utiliser des engrais organiques. Et donc, on a créé un deuxième système qui s'appelle un biofiltre, dans lequel on met des déchets organiques. Donc, c'est un petit peu comme un compost, mais version liquide. Et il y a toute une population de bactéries qui transforment ces déchets organiques en nutriments. Et c'est ça que les plantes boivent. Donc, pour vous dire que les systèmes évoluent au fur et à mesure sur le bateau, au fur et à mesure de nos rencontres. D'accord. Et là, en ce moment, on a un système qui est du coup super performant pour cultiver des plantes. Et qui arrive donc à vous nourrir, vous, l'équipage. Vous avez fait 10 escales dans cette première partie, Maroc, Sénégal, Cap-Vert, Brésil, avec Recife et Rio, Madagascar, Seychelles, l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indonésie. Vous avez rencontré de nombreux inventeurs. Votre livre donne à les découvrir, ainsi que leurs systèmes ingénieux. Votre livre, c'est aussi une invitation au voyage, au cœur des problématiques locales. C'est aussi votre carnet de bord. On vous suit dans vos stratégies, ce que vous avez dû abandonner, ce sur quoi vous avez insisté. Comment vous avez eu l'idée de réaliser ce tour? Et on imagine aussi qu'il y a eu un gros travail de préparation. Comment vous avez mis tout ça en place? Sur le livre, pas sur le livre, sur l'expédition. Sur l'expédition, j'imagine que vous n'avez pas dû partir comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un gros travail en amont. Tout a été très réfléchi, très pensé. Alors effectivement, avant de partir, il a fallu beaucoup de temps pour préparer chaque escale. Et notre job, c'est de trouver les meilleures inventions low-tech du monde. Donc il faut fouiller quelquefois parce que quelquefois elles sont très cachées. En fait, c'est vraiment le problème qu'on a identifié, c'est qu'il y a des super inventions, mais qu'en général, elles restent trop à l'échelle locale. Donc nous, notre but, c'est de les faire connaître. Donc tout ce travail de recherche, de sourcing, il prend beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on contacte dans tous les pays où on va s'arrêter des inventeurs. Donc quelquefois, on passe par des ONG, par des universités, par des entrepreneurs ou juste des gens qu'on connaît dans le pays. Et puis par rebond, ils nous mettent en contact avec d'autres gens, etc. Puis c'est comme ça qu'on tombe sur les inventeurs. Ensuite, on fait l'escale, on va les rencontrer et eux-mêmes nous font rencontrer d'autres gens. Donc à chaque fois, c'est super riche. On reste environ 1 mois par escale pour avoir vraiment le temps de rencontrer le plus de monde possible. Puis j'imagine que vous avez dû aussi embarquer des partenaires avec vous pour vous financer, pour financer votre R&D. Alors oui, on a plusieurs modes de financement. Déjà, on fait des documentaires pour la télé. Là, il y a nos 15 premiers films qui vont passer sur Arte fin octobre. Et puis, on a essayé de démarcher des entreprises pour leur demander de nous soutenir financièrement, mais aussi de nous aider dans la recherche et développement sur les low-tech. Et on a par exemple la fondation Schneider Electric sur tout ce qui est électricité qui nous aide à développer, à poursuivre la recherche sur certaines technologies comme l'éolienne qu'on a fabriquée à Dakar, qui est faite avec des moteurs d'imprimantes recyclés et qui permet de produire de l'électricité quand il y a du vent. Ça, on essaie de l'optimiser avec eux. Et ensuite, il y a un troisième moyen de financement, c'est les particuliers. Et en ce moment, d'ailleurs, on fait un crowdfunding qui nous permettra de financer les prochaines escales. On va en parler. Il y a 1 an et demi, on s'était vu sur le plateau Tous acteurs du changement sur LCI et vous m'aviez fait part de votre coup de cœur. Vous venez d'en parler, c'est la fameuse éolienne que vous avez dénichée au Sénégal. Est-ce que depuis ce coup de cœur a été détrôné et surtout que devient cette éolienne qui est sur votre bateau, j'imagine? Alors l'éolienne, oui, l'éolienne, on a fabriqué plusieurs parce qu'elle a plu à énormément de gens, donc on en a donné, on a fait des formations, et puis il y a d'autres gens, on entend parler. Alors c'est difficile de savoir l'impact qu'on a parce que, en fait, les gens, ils vont sur notre site lowtechlab.org, la plateforme, l'espèce de Wikipédia des low-tech qu'on a créé, donc on ne sait pas exactement qui réplique ces technologies. Mais l'éolienne, on a entendu beaucoup de gens qui avaient eux-mêmes fait des formations, formé d'autres gens, etc. Et dans plusieurs pays du monde, donc
Ça reste un coup de cœur. Est-ce que c'est toujours ma Votre low-tech coup de cœur? favorite? En fait, on en a vu une quarantaine, donc c'est difficile de savoir laquelle je préfère, mais quand même, je trouve que la spiruline, elle résout quand même beaucoup de... Elle pourrait vraiment être développée beaucoup plus. Je suis tombé assez fan de l'élevage d'insectes Ouais. Que comestibles. vous aviez déjà sur votre bateau d'ailleurs avant de Ouais, partir. alors j'ai changé d'insectes. Mhm. C'était des vers de farine, des espèces de larves de coléoptères. Mais il fallait tous les jours les trier parce qu'une fois qu'elles se transforment en coléoptères, ils se mangent entre eux, entre les larves et les coléoptères. Donc ça demandait beaucoup de temps. Et en fait, j'ai rencontré Tui, un Thaïlandais, qui a un élevage de grillons. Donc en fait, c'est tout simple, l'élevage de grillons. Il suffit d'avoir une boîte, mettre des boîtes à œufs à l'intérieur et les grillons vivent dedans. Et ils mangent très peu. Pour faire 1 kilo de grillons, il suffit de leur donner 2 kilos de nourriture. Mhm. Donc c'est hyper économe et ça boit très peu d'eau et il y a besoin de s'en occuper très peu de temps par jour. Donc vous êtes passé au grillon maintenant. Et je suis passé au grillon, ouais. Alors il y a une petite barrière psychologique au début. Ouais. Quand on les voit grouiller. J'osais pas trop utiliser ce mot-là parce que ça va encore moins donner envie aux auditeurs d'en goûter. Mais en fait, c'est un petit peu comme des crevettes terrestres. Mhm. C'est Ça- pas mal. Dans Avec- le goût, vous voulez dire. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, voilà. D'accord. En tout cas, vous les trouvez bons. Ouais, je trouve ça pas mal. Et puis non, il y a plein de... pareil, des cultivateurs de champignons au Sri Lanka ou en Thaïlande que j'ai trouvé géniaux. Oui, parce qu'il n'y a pas que des insectes. Sur votre bateau, Oui. vous cultivez aussi des légumes verts. Alors j'ai arrêté les poules, mais par contre, il y a pas mal d'autres trucs de nourriture avec entre la spiruline, les légumes, les champignons et les insectes. Et vous avez arrêté les poules parce que là, on Ouais. suit quand même c'est une petite histoire d'amour quand même avec vos poules. Ouais, au alors début. ce qu'il y a, c'est Au début, que pardon. j'ai eu... là, en début d'année, je me suis installé sur une plateforme flottante pendant 4 mois pour tester les 30 meilleures low-tech découvertes pendant le tour. Et sur cette plateforme, j'avais 2 poules et un canard. Et une des 2 poules est morte au bout de 2 mois. Mhm. Et là, ça m'a décidé d'arrêter l'élevage de poules définitivement. Parce que Parce vous êtes trop sensible. En fait, j'ai grandi à la campagne et j'ai vu beaucoup... Mes parents ont des poules et je les voyais gambader dans l'herbe. Oui. Alors, elles se faisaient bouffer tous les 6 mois environ par des fouines ou des martres. Mhm. Mais je me dis que c'est quand même plus fait pour vivre dans la campagne Et pas trop sur un bateau. que sur un bateau. Et voilà. Alors, je lisais votre livre, il est très riche. On y trouve des initiations au low-tech. Vous apprenez d'ailleurs à construire certaines low-tech. C'est très pratique. On trouve aussi des portraits donc d'entrepreneurs, d'inventeurs qui travaillent tous dans le plus parfait anonymat. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez aussi envie de leur rendre hommage d'une certaine façon via ce livre. Avec ce livre, on a voulu montrer aussi que... En fait, c'est un des trucs qui me laisse vraiment optimiste pour la suite parce que je dois avouer que faire un tour du monde des low-tech, c'est aussi faire un tour du monde des problèmes. C'est aussi voir les problèmes de déforestation, de malnutrition, de pollution, etc. qu'il y a partout parce qu'on étudie les solutions qui répondent à ces problèmes. Donc, on étudie aussi ces problèmes. Et donc, ça laisse un petit peu pessimiste en fait de voir tous ces problèmes, mais le truc qui contrecarre ce pessimisme, c'est de voir tous ces entrepreneurs en fait, tous ces inventeurs, c'est des hommes, des femmes, ça peut être des étudiants ou enfin voilà, quel que soit l'âge, mais qui ont tous un caractère commun en fait, qui vivent à la campagne ou à la ville, dans un pays riche ou dans un pays pauvre. Ils ont tous ce désintéressement en fait. Enfin voilà, ils font pas ça de manière, ils font ça de manière désintéressée et humaniste, et ils s'attaquent à quelquefois des problèmes qui sont énormes, qui les dépassent complètement, et d'une manière très enthousiaste, très optimiste. Et on voit petit à petit que tous ces gens, ils commencent à se mettre en réseau. Grâce à Internet, ils commencent à s'entraider, ils commencent à reconnaître qu'ils sont nombreux et qu'ils s'attaquent à des problèmes qui sont communs, quels que soient les continents, quels que soient les pays. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme des neurones qui se connectent pour faire un espèce de grand cerveau mondial qui va résoudre plein de problèmes. Et donc ce livre, c'est vrai que ça permettait un petit peu de rendre hommage à ces gens-là et puis d'en inspirer d'autres, j'espère. Oui, à faire circuler surtout toutes les solutions que vous avez dénichées ici et là. Au fil de l'expédition, on a l'impression que vous êtes tour à tour agriculteur, ingénieur, éleveur, parfois même cuisinier. C'est pas un peu trop pour un seul homme ? Moi, ça me plaît vachement d'apprendre plein de trucs comme ça. Un jour, Enfin, je dis un seul homme, vous n'êtes pas tout seul sur le bateau, évidemment. On est plusieurs, mais le fait de tester plein de low-tech qui sont en lien avec l'accès à l'eau, l'énergie ou la nourriture, ça demande du coup de développer plein de compétences dans plein de trucs différents, et j'ai appris plein de choses. J'avais pas la main verte, j'ai appris à faire pousser des plantes. J'étais déjà un petit peu bricoleur, mais ça permet de toucher un petit peu à tout. Et je trouve que c'est des bons savoir-faire. De savoir
Ouais, faire pousser des légumes, savoir élever des insectes qu'on va manger, savoir se débrouiller en fait. Hmm. Pendant ces études, on a demandé à ma petite sœur qui elle aimerait bien, ce qu'elle aimerait bien emporter sur une île déserte. Et elle a répondu mon frère. Ah, bah oui, c'est pratique, Parce que c'est vrai que maintenant je sais faire des trucs dans un peu tous les domaines. Alors on peut lire dans votre communiqué de presse que en fait ce livre aussi, cette expédition que vous faites, c'est un peu un défi que vous lancez aux étudiants, aux entrepreneurs, aux grands groupes aussi parfois. Qu'est-ce que vous espérez finalement quand vous aurez bouclé votre expédition, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Alors, il y a deux choses. Il y a toute cette partie technique de diffuser des low-tech qui méritent d'être utilisées par plus de monde. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Et bon, il y a déjà 150 000 personnes qui ont bénéficié de nos tutos et tout ça, issus de 10 000 villes différentes. Donc déjà, on commence à avoir un impact. Mais j'espère que dans 2 ans, quand on arrivera à Concarneau, après avoir bouclé le tour du monde, il y aura beaucoup plus de gens dans beaucoup plus de pays qui auront bénéficié de ça. Donc ça, c'est un espoir. Et le deuxième espoir... c'est plus de voir émerger ou se renforcer des modes de vie plus prometteurs pour la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que je me rends compte que depuis quelques années, il y a, vous savez, il y a ce qu'on appelle par exemple les minimalistes, où il y a les néo-ruraux, il y a les décroissants, il y a les véganes, il y a les végétariens, il y a les zéro-waste, les zéro-déchets. Il y a des gens qui commencent à à adopter des modes de vie assez engagés, assez radicaux, pas parce qu'ils sont contraints, mais parce que leurs convictions les motivent. Et c'est lié j'espère, en même temps. C'est aussi lié à la conscience que les ressources naturelles sont raréfiées. C'est lié à ça, mais ils ne sont pas sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ouais. Ils décident de choisir ces modes de vie engagés-là. Et ça, c'est un énorme espoir pour moi, et j'ai envie que... vous me demandiez ce que j'espérais, j'ai envie que ces gens-là, ils motivent d'autres gens, ils en influencent, qu'il y ait d'autres modes de vie différents et engagés comme ça qui se développent. Ça, ce serait génial. Ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, parce que quand vous êtes parti à 26 ans, vous étiez un peu, pas isolé, parce que vous aviez des amis, etc., que vous avez su embarquer avec vous. Mais ça, cette prise de conscience dont vous parlez, de ces modes de vie qui commencent un peu à changer, ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est complètement nouveau pour moi, parce que qu'il y ait une aussi grande diversité de modes de vie engagés comme ça, c'est nouveau. Et surtout, ce qui est nouveau, je trouve, c'est de se rendre compte qu'on peut vivre mieux en se focalisant sur son épanouissement personnel, sur son bien-être, celui de son entourage et celui de la planète, tout en vivant plus simplement d'un point de vue matériel. Et voilà, j'ai l'impression qu'on considère qu'il n'y a pas un mode de vie qui nous permet d'être heureux, mais il y a plein de modes de vie et que chacun doit choisir son mode de vie en fonction de ses convictions et que c'est la bonne voie. Et que le choix est possible. Et que le choix est possible. Vous nous parliez tout à l'heure du Low Tech Lab. En fait, ça va avec l'expédition. Donc c'est un site internet où vous étalez tout ce que vous avez trouvé. Tout est en open source. Tout le monde peut partager, tout le monde peut puiser dedans. Et ça, c'est appelé à se développer, j'imagine. Alors oui, ce Low Tech Lab, donc c'est une sorte de Wikipédia des low-tech, c'est-à-dire que, alors c'est en open source et c'est collaboratif, les gens peuvent venir apporter des solutions. Nous, on en met pas mal nous-mêmes, toutes celles qu'on rencontre sur le voyage. Il y a aussi une équipe une équipe de l'association qui a fait un tour de France des low-tech, donc qui a enrichi aussi le site grâce à ça. Et en fait, ce site, il a vocation à diffuser ces idées techniques. Donc, c'est des tutos qui sont postés dessus. Il y a des pas à pas, puis on fait aussi des vidéos tutos pour que, si vous avez un problème, je sais pas, pour l'accès à l'eau ou si vous voulez produire de l'électricité, etc., vous avez des solutions comme ça que vous pouvez répliquer vous-même. En général, ça ne demande pas des compétences très pointues. Faut pas être ingénieur. Non, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. On essaye justement de maîtriser, de tester et de maîtriser assez les technologies pour pouvoir bien les expliquer et les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors Corentin, derrière vous, il y a une équipe sans laquelle évidemment tout cela n'aurait pas été possible. Expliquez-nous qui vous entoure. Alors on est 12 dans l'association, on est basé à Concarneau. Et alors, il y a une partie qui s'occupe de tout ce qui est en France. Donc, ils ont fait un tour de France des low-tech et ils sont en train de préparer un habitat low-tech
pour montrer qu'on peut loger dans un habitat accessible et qui divise par 4 l'empreinte écologique. Il y a des personnes qui s'occupent d'un programme pédagogique avec des écoles. Il y a des personnes qui s'occupent des liens avec les entreprises pour tout ce qui est recherche et développement. Là, on a une personne on a une exposition sur les low-tech à Paris en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnes qui s'occupent qui sont en train de préparer la construction d'une voiture en fibre de jute à Madagascar, et ils vont remonter l'Afrique de Madagascar jusqu'en France pour aller trouver des low-tech un petit peu partout. Donc voilà, on a plusieurs sujets en cours liés au low-tech. Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Alors c'est vrai qu'il faut avoir des qualités pour porter à bout de bras ce projet, pour convaincre, emporter tant de monde avec vous. Et notamment, je pense au début de votre carrière, vos copains ingénieurs, vous avez embarqué dans l'aventure alors qu'ils auraient pu avoir une toute autre carrière. C'est vrai que j'ai l'impression que... Alors, je suis vraiment loin d'être celui qui gagne le plus d'argent parmi mes amis ingénieurs de promo, etc. Mais par contre, sur les autres paramètres, je suis pas mal entre trouver un boulot qui me passionne, qui est utile et qui utilise mes compétences. Vous cochez toutes les cases. Je coche ces 3 cases-là. Et ça séduit pas mal de monde. Et c'est ce qu'on dit, c'est que les jeunes ingénieurs ou des autres formations sont de plus en plus en quête de sens dans leur boulot. Et je le vois, je fais quelquefois des interventions dans des écoles d'ingénieurs ou autres écoles, même chez des plus jeunes. Et je vois qu'il y a vraiment une attirance pour ça, oui. Et je repensais récemment à la manière dont j'avais trouvé, moi, les études que j'allais faire. Je me souviens regarder la grille des écoles d'ingénieurs en fonction du salaire à la sortie. Et je me dis, mais comment j'ai pu sélectionner mon avenir avec ce paramètre qui, aujourd'hui, est insignifiant pour moi, alors que... Et que vous avez vite laissé tomber, d'ailleurs. Et que j'ai vite laissé tomber, oui. Donc voilà, je souhaite... à tous ceux qui choisissent leurs études et leur carrière de trouver plutôt des boulots qui les passionnent et qui utilisent le meilleur d'eux-mêmes, leurs compétences. Pas trop regarder cette grille, quoi. Ouais. Depuis 2016, depuis votre départ de Concarneau, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, des moments où vous vous êtes dit, on arrête tout? Alors, j'ai jamais eu de découragement, mais j'ai eu quelquefois affaire à des situations qui étaient, par exemple, de voir des eaux très polluées. La baie de Guanabara à Rio, c'est très pollué. Des zones qui ont été complètement déforestées. Et par exemple, au Sénégal, ça fout un petit coup au moral de se rendre compte de ces problèmes-là et de se dire que là, en ce moment, le monde ne va pas vraiment dans le bon sens pour les améliorer. Mais au contraire, ça donne plutôt plus d'énergie pour continuer ce travail. Le Nomade des Mers, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait être rentable ? Alors, notre principe, c'est de trouver des technologies et de les mettre en open source et de les donner gratuitement en fait, aux gens. Donc, sur cette base-là, c'est pas très rentable. Donc, c'est un petit peu comme Wikipédia qui se base sur des dons. Mais par contre, on permet à des gens de créer des économies, des entreprises qui, elles, sont rentables. Donc, c'est du partage de connaissances gratuit. Alors, est-ce qu'un jour on changera de modèle ? Je sais pas, c'est pas encore dans les plans. Peut-être une prochaine étape. Le voilier Taratari, le bateau 100% composite en jute Gold of Bengal, Nomade des Mers, c'est quoi votre prochaine aventure, même si celle-ci n'est pas encore terminée Alors celle-ci, elle va encore durer 2 ans et en fait là on est en train de préparer les prochaines escales qui vont être passionnantes entre la Thaïlande et le canal de Panama. On a repéré plein de super low-tech. Il y a par exemple aux Philippines une association qui permet d'alimenter 150 villages en eau douce grâce à une pompe qui est très facile à faire. On va aller documenter ça. Il y a, les mouches soldats noirs en Malaisie, qui sont des mouches dont les larves transforment le compost très rapidement. Enfin, il y a plein de super escales qui nous attendent, plein de super low-tech. Et après ça, je vais rentrer en Bretagne. Peut-être me poser finalement un petit peu, parce que ça fait 10 ans que je suis nomade. Voilà. Et avec mon équipe, on a l'ambition de créer ce qu'on appelle entre nous la NASA du low-tech, c'est-à-dire un centre
qui nous permettra de poursuivre, de faire de la recherche et développement, de la formation sur les low-tech. Et voilà, la NASA pour les low-tech. Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Juste quand on vous écoute comme ça, on a l'impression que toutes les étapes sont très étudiées à l'avance. Il y a quand même de la place pour quelques surprises, pour du hasard, j'imagine. Alors oui, chaque escale, on est toujours surpris de voir qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on avait imaginées en préparant l'escale. Et donc là, on va essayer de rester au moins 3 semaines, 1 mois par escale pour avoir vraiment le temps de découvrir tout ce qu'on peut, le maximum à chaque escale, puisque chaque pays est hyper riche en innovation en général. Et ouais, il y a des pays particulièrement comme l'Inde ou Madagascar où on a été super surpris de voir la densité de low-tech au mètre carré qu'il y avait. Alors Corentin, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic, c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir quand vous vous êtes lancé dans votre vie professionnelle ? Alors au tout début, je me suis un petit peu planté sur certaines choses parce que j'avais l'impression que, à l'école, on m'a appris à beaucoup réfléchir avant d'agir. Notamment pour faire une machine, on m'a dit qu'il fallait faire des plans, etc. Et puis finaliser les plans et après fabriquer la machine. Ou comme en école de commerce, on apprend à faire tout un business plan avant de lancer et puis un planning à 5 ans, etc. avant de lancer une entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux, en général, agir de manière itérative, c'est-à-dire par essai-erreur. Et quand on a une idée, la faire assez rapidement et puis ne pas avoir peur de l'échec, rebondir et puis améliorer l'idée, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, donc vous avez retourné la situation en fait. Il faut faire fonctionner à l'envers en fait. Le quick and dirty, on appelle ça faire rapide, sale, mais on apprend beaucoup plus. Quick and dirty, d'accord. Ouais, c'est ça. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Alors finalement, j'en ai eu. Il y a quelqu'un qui m'a pas mal inspiré pendant mes études. En fait, un jour, on nous a demandé de lire un bouquin de management. Alors moi, je trouvais que c'était un petit peu pénible de lire un bouquin de management, mais j'en ai trouvé un qui m'a vachement séduit et je pense qu'il m'a influencé. C'est le bouquin d'Yvon Chouinard, celui qui a lancé Patagonia, qui est une boîte de fringues, mais qui travaille beaucoup sur le côté éthique, écologique, etc. Il sera peut-être un de nos prochains invités d'ailleurs. J'espère que vous pourrez l'inviter parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Et en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle Let My People Go Surfing sur le management, un peu à la californienne. Et donc ça, c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir au quotidien comme mentor, Yvon Chouinard. Sinon, il y a quand même des gens intéressants qui vous soutiennent depuis le début. Il y a notamment Roland Jourdain, le navigateur, là, qui a un fonds de dotation qui s'appelle Explore et qui nous héberge à Concarneau. Et ça, c'est quelqu'un de très inspirant. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui suit ses convictions, ses passions et puis qui cherche à faire quelque chose d'utile. Ouais. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si. Alors, si j'avais pas... alors, c'est assez difficile comme question. Si j'avais pas, je pense... alors, ça peut paraître être un détail, mais si j'avais pas été fan de randonnée quand j'étais petit, je m'en suis rendu compte récemment, mais faire de la randonnée, c'est un peu adopter l'esprit minimaliste, parce que quand on fait son sac à dos pour partir plusieurs jours en montagne, il faut mettre que ce qu'il y a de super utile dans un sac à dos, puisqu'on le porte sur son dos. Et ça apprend un petit peu la démarche de faire mieux avec moins, de ne pas s'encombrer de superflu. Et je pense qu'avoir fait de la randonnée, ça a aussi apporté l'amour de la nature et le respect de la nature. Et ça m'a sorti... ça apporte du recul. Ça apporte beaucoup de recul sur la place de l'homme sur la planète. Et donc ça paraît anecdotique, mais j'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas commencé par là. Petit déjà à faire de la randonnée. Votre plus bel échec ? Alors mon plus bel échec, c'est quand j'ai navigué 6 mois dans le golfe du Bengale avec 2 poules, une petite serre, etc. Et je voulais être autonome pendant ces 6 mois, revenir avec plus de nourriture au bout de 6 mois qu'au départ.
Et en fait, ça n'a pas du tout marché, mais c'est ce qui a permis de trouver l'idée de créer tout le projet sur lequel je travaille et tout le projet sur lequel 12 personnes travaillent en ce moment, et même plein d'autres, puisque on a tout un réseau qui se développe. C'est un échec très, très constructif qui s'est passé. Une qualité essentielle pour entreprendre? Alors, je pense que pour entreprendre, il faut accepter l'échec. Et je pense que moi, je vois que, par exemple, parfois, je lance un truc, je sais que ça va être un échec, mais je ne sais pas encore sur quel paramètre ça va échouer. va échouer. Et donc, je le fais pour voir, comme apprentissage, en fait. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, l'échec. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire à tout entrepreneur. Ouais, donc il faudrait l'intégrer dans les programmes. Ouais, voilà. Accepter l'échec. Et même quelquefois le provoquer. Un conseil que vous donnez tout le temps? Un conseil que je donne tout le temps, c'est de prendre du recul. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Là, je suis en France depuis quelques semaines. Et j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas le temps de réfléchir. On a trop d'informations qui nous arrivent en permanence dans le cerveau. Et surtout, à chaque fois quand j'arrive à Paris, je suis vraiment frappé par le fait qu'il y ait... je sais pas, il y a la télé, la radio, il y a Facebook, il y a les mails, il y a le téléphone, il y a les pubs qu'on voit dans la rue, le nombre de gens qu'on croise, le bruit, etc. Et j'ai l'impression que le cerveau n'a pas le temps de trier toutes les données qu'il reçoit. Et, vous voulez dire qu'on est submergé et que finalement... Complètement, on est submergé et que le cerveau n'a pas le temps de prendre les bonnes décisions. Et le conseil que j'essaye de m'appliquer aussi à moi-même quand je suis dans ces situations-là, c'est de réfléchir. C'est devenu un loisir pour moi de réfléchir. Vous voulez dire de prendre le temps surtout, c'est de prendre le temps de réfléchir, de rester au calme et de ne rien faire. De se dire, tiens là j'ai 1 heure, je vais réfléchir pendant 1 heure. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ? Alors, je pense effectivement qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de faire quelque chose et qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Mais pour ça, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens inspirants. Et je pense qu'en suivant... je parlais de mode de vie tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait effet boule de neige de voir ceux qui... Par exemple, le mouvement Zero Waste, qui est né il y a quelques années. Donc, c'est des gens qui décident de plus faire de déchets. Donc, ça change complètement leur mode de vie, leur mode de consommation, etc. Et il y a beaucoup de gens qui témoignent via des blogs, via Internet, via tout ça. Et ça influence des gens qui vont suivre ces témoignages. Et donc, ceux qui veulent agir, je pense, peuvent commencer à s'inspirer des gens qui agissent déjà. C'est très facile en plus maintenant, effectivement. Sur Internet, on peut tout trouver, on peut commencer soi-même déjà. On n'a même pas besoin de se déplacer. Ouais, à petite échelle, on peut déjà faire plein de choses. Quand est-ce que vous reprenez la route, Corentin ? Alors, fin novembre, je repars en Thaïlande, là où il y a le bateau. Et il faut que je fasse un petit chantier pour le retaper un petit peu. Et puis, j'ai des idées d'aménagement. Et puis, par exemple, j'arrête l'élevage de poules, donc je vais enlever le poulailler ou des choses comme ça. Et je remets le bateau à l'eau en janvier. Et je repars direction l'Est avec mon équipage, donc vers la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, etc. Avant de repartir, vous irez dire bonjour à nos collègues d'Ushuaïa aussi, je crois. Oui, exactement. Merci beaucoup, Corentin de Châtelperron, d'être venu sur Impact Positif. Où peut-on prendre des nouvelles de vous, de Gold of Bengal, de votre expédition ? Alors, sur Internet, sur le site lowtechlab.org. Et puis sinon, on a une page Facebook aussi, Nomades des mers. Merci beaucoup, Corentin, et surtout bonne route à vous. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Merci, bravo surtout à vous. Non, mais je trouve ça super parce que ça va inspirer plein de gens, les podcasts comme ça, je trouve ça vraiment top. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec Corentin de Châtelperron. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire part de vos conseils et commentaires pour faire progresser ce podcast, le partager si vous l'avez aimé et encore mieux, nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.